donc il va y avoir un micro qui circule. Moi, je voudrais juste poser une question tout de suite à Pauline. Vous avez décidé de prendre tous les patients. Vous n'allez pas faire un pré-screening des patients qui ont un trouble bipolaire. Et par exemple, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des patients qui n'activeraient pas leur amygdale en voyant des images affectives? Et est-ce qu'il n'aurait pas fallu pré-screener ces patients? Parce que c'est vrai que dans les études en remédiation cognitive, souvent, peut-être que ce type de technique, il faut phénotyper les patients. Tous les patients ne répondent pas à ce type de stratégie thérapeutique. Ou comme là, c'est une première étude, vous y allez en exploratoire. Enfin, c'est une question, hein, c'est absolument pas une critique négative. Hein. Merci pour la question. Du coup, je pense que la réponse de l'amygdale face à des scènes négatives, ça, elle est inconditionnelle quelque part, parce que même chez les sujets sains, en tout cas, c'est ce qu'on observe systématiquement en IRM fonctionnel. Après, effectivement, comme c'est la première étude, c'est un peu dur de définir au préalable, et c'est pour ça que notre troisième objectif, c'est d'identifier quels sont les profils de patients qui vont être plus répondeurs à ce type de traitement. Et même l'idéal, si on avait suffisamment de moyens, ce serait de comparer les trois types de stratégies, de faire un groupe de patients qui suit une mindfulness, qui s'entraîne à la mindfulness, un groupe avec TCC et un groupe avec neurofeedback. Ce serait vraiment l'idéal, mais en termes de moyens financiers et humains, c'est pas possible. Donc peut-être le futur nous le dira. Moi j'avais une question du coup, le temps que vous créez vos questions aussi, à Jérémy bien sûr. Alors on dit que c'est une technique psychophysiologique. La psychophysiologie dans les années 60-70, elle était très développée. C'était quelque chose qui était quand même où il y avait une rigueur d'approche, etc. Comment on explique que dans le champ du neurofeedback, on a oublié la méthodologie psychophysiologique pour aller cibler des biomarqueurs qui n'avaient aucune pertinence psychophysiologique, quoi, en dehors du cadre un peu parce que quand on lit les textbooks de psychophysiologie, il y a une méthodologie qui est aussi rigoureuse que dans le champ des neurosciences cognitives. On a l'impression qu'il faut revenir aux neurosciences cognitives pour repenser la psychophysiologie qui aurait été oubliée au moment du développement du neurofeedback et des biomarqueurs ciblés par les pionniers du neurofeedback. Je crois que je ne connais pas en détail toute l'histoire de ces différents champs, mais je crois qu'il y a une similitude entre l'évolution du neurofeedback et l'évolution du BCI, mais de manière différente. C'est par exemple dans le BCI, c'est un domaine qui est très technique à la base, et il y a eu beaucoup d'ingénieurs qui ont débuté le BCI sans trop se préoccuper, parce que faute de connaissances aussi, du fonctionnement cérébral, en partant des marqueurs déjà connus ou publiés, et puis en disant bon bah voilà, on va faire ça, et les problèmes qu'on rencontre, on peut les résoudre par l'ingénierie, par le machine learning. Et dans le neurofeedback, ou peut-être biofeedback historiquement, il y avait un peu la même démarche de la part de certains de cliniciens, plutôt psychologues, qui se sont dit bon bah on a une technique qui est relativement facile à maîtriser, le EEG, on met deux capteurs, on arrive à avoir un bon signal en grattant fort à l'époque, et on va utiliser ça comme n'importe quel signal, comme le rythme cardiaque ou la respiration, et on va bien voir ce que ça fait. Donc c'est un peu une démarche d'apprenti sorcier, et je crois que c'est là que c'est parti et que ça a été forcément revisité. C'est une évolution naturelle, disons. Moi j'ai une question plus liée à l'apprentissage. Je suis néophyte dans le sujet, mais il me semble que les patients dépressifs ont peut-être moins de capacité d'apprentissage, et je me pose la question, dans le trouble bipolaire, comment vous envisagez ça par rapport au sujet sain, par rapport à toutes les études qui ont été menées dans d'autres catégories, sujets sains ou autres pathologies? Est-ce que vous attendez à quelque chose de différent? Est-ce que vous avez juste réfléchi à ça? Je sais pas, hein, c'est une question comme ça. A priori, en fait, les patients bipolaires, ils ont quand même pas de troubles de l'apprentissage massif, et en fait comme ils sont justement dans ces périodes euthymiques, on s'attend pas à ce qu'ils soient comme un patient déprimé pour qui ça va vraiment être dur de s'engager dans une thérapie. Et en général les psychothérapies d'ailleurs elles s'adressent plutôt aux patients qui sont à peu près stabilisés, aussi bien dans le trouble bipolaire que dans la dépression majeure, je pense, pour que justement ils soient suffisamment réceptifs et volontaires pour assimiler le traitement comme possible. Mais je sais pas, Jocelyn, si tu veux rajouter quelque chose. Non, et puis il y a quand même quelques études dans la dépression où ils ont réussi à faire apprendre, mais c'est vrai que là on vise des patients qui sont quand même très peu
qui ont, bon, ils ont quand même quelques déficits, hein, ils n'ont pas de déficit, mais a priori pas trop. Et les patients dans les études sur la dépression, eux, ils avaient des patients quand même plus déprimés et ils ont quand même réussi à leur faire apprendre. Et il n'y a pas que la dépression, parce que par exemple dans l'anxiété, on peut aussi imaginer que faire le neurofeedback en IRM fonctionnel de l'anxiété, ce qui a déjà été fait quand même plusieurs fois, c'est peut-être plus difficile paradoxalement que dans la dépression, parce que l'environnement IRM fonctionnel va entraîner, alors peut-être pas des troubles de mais en tout cas des difficultés de concentration, etc., qu'on ne mesure pas habituellement, mais et malgré tout ça marche. Bon. On verra, hein, mais ça peut faire partie des limites, hein, comme les difficultés d'activation chez certains patients peut-être, ou des patterns un peu différents. Mais ça, c'est vrai qu'on est dans la première étude à faire ça. Non, mais dans le même ordre d'idée, c'est vrai que les patients qui sont sous lithium, ils peuvent avoir aussi des troubles cognitifs. Alors, il va y avoir une évaluation. Vous allez essayer quand même de prendre des patients vous allez faire une batterie de tests cognitifs auparavant ou pas? Et c'est pour ça qu'on a le dernier objectif. Alors on n'a pas calculé la taille de l'échantillon pour le dernier objectif secondaire, qui est effectivement d'essayer de trouver des prédicteurs des futurs bons répondeurs. Mais néanmoins, en fait, on va pas avoir une analyse définitive là-dessus, avec 64 sujets, mais on va avoir quelques indices, enfin on espère en tout cas avoir quelques indices pour essayer de répondre à ces différentes questions. C'est quoi les modulateurs de peut-être la bonne ou la mauvaise réponse? Non, mais c'est une étude magnifique, hein, je trouve. Hein, Mais c'est une vraie question quand même de pouvoir moduler son paramètre physiologique ciblé, parce que ce que vous montrez en IRM fonctionnel, c'est qu'il faut un vrai savoir sur les mécanismes des maladies mentales pour cibler un bon biomarqueur. Mais après, la question se pose de comment faire pour qu'il apprenne à moduler, parce que c'est pas parce qu'un sujet sain peut le moduler que le paramètre qui est relié au processus pathologique va pouvoir être modulé. Et ce qu'on discutait hier avec Thomas, c'est la possibilité aussi que peut-être pour moduler l'amygdale, il vaut mieux cibler une région d'intérêt qui ne soit pas l'amygdale, avec les coordinations. Et le troisième point, moi, qui me pose souci, c'est, mais si au final, pour moduler la région amygdalienne, ils font une tâche très simple et que la prescription de cette tâche cognitive suffirait pour avoir l'effet amygdalien. Tu vois, parce que mais c'est pas par rapport à ce point-là, c'est plus généralement par rapport au neurofeedback. On peut se demander au final que peut-être que le sujet fait quelque chose qui est tellement simple pour moduler ça qu'il suffirait de lui prescrire pour qu'il le fasse. Bon, alors pour répondre à la première question, en fait, on n'a pas tout montré dans la phase pilote qu'on va faire. Et effectivement, on vise l'amygdale comme ça, mais on va quand même essayer les autres stratégies qui ont été montrées, c'est-à-dire de montrer le signal de la connectivité préfronto-limbique. Voilà. Parce que peut-être que ça sera plus simple, ça marchera mieux. Et aussi, Napaterne a pris individuellement un MVPA pour chaque sujet. On va essayer quand même ces trois stratégies, parce qu'effectivement, c'est pas trivial, même si d'autres l'ont fait, mais choisir la bonne stratégie, c'est pas... moi, ça me paraît pas évident. Et pour le deuxième point, je pense que là, c'est plus les études qualitatives. Enfin, il y a un côté d'études qualitatives qu'on n'a pas forcément prévu, parce qu'on peut pas tout faire là de mener complètement, mais qui va falloir faire à un moment donné. C'est poser la question. C'était pour ouvrir un peu à cet après-midi, je pense, que je posais cette question. Poser la question, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait, etc. Voilà. Il y a François Vialat qui probablement parlera un peu de ça. I'm going to ask the question in English for David, and maybe for Jeremy as well. So you mentioned that one of the limitations of current fMRI neurofeedback studies, the lack of standardization, which you mentioned in EEG is not there, but we have some common procedures and common biomarkers, but as Jeremy mentioned, they may not always be scientifically valid, or still or not, we don't know about them. So what would be your advice to try to go to a good standards for fMRI neurofeedback that are also scientifically valid and rigorous? Is there a way to do that properly, or are the standards just arriving there at some point? Yes, thanks very much for this question. So I think that the fMRI community is lagging behind then compared to EEG, although you internally may also still find that there's a lot to discuss in the EEG neurofeedback community. So, and I can't, and we're not. So the fMRI field is much younger. So, what to target is still a very difficult question, and
because and how to design these protocols. I told you about 4 parameters. Of course, we also have the 3 parameters. We have the 4th parameter of localizing, whether to use a functional localizer or an anatomical localizer. So we could expand that even more. So really, and probably the paradigms still need to be adjusted to the clinical question. So I don't think we're there yet where we could sort of make recommendations. There was a joint consensus statement or beginning consensus process, I think, between the fMRI and EEG communities, which was sort of, many of you, I'm sure, contributed to just about sort of standards for reporting. I think that's a good starting point. I think the next point would be standards for assessment. So, for example, if we can make sure that the people who do trials in bipolar depression and unipolar depression use aligned outcome measures, I think that would already be good to allow for patient data meta-analysis. I think at the level of outcome data, we can certainly standardize already now. That would be a good starting point. At the level of protocols, I think what we can do at this stage is mapping out what people use, share protocols about parameters, and then sort of talk about, probably there'll be a further wave of studies that are probing their individual protocols, and then the most promising ones will need to be taken into multi-center trials. I somehow don't think the community is there yet. You heard examples. So Pauline is going to target, I think, amygdala frontal connectivity or amygdala activation. So that's similar to Kim Young, but I think in a different direction and coupled with stimuli rather than just with an abstract. So we already see even if they're targeting the same area, they're doing it in different ways for good reasons. So probably they want to carry on with those paradigms, which are all grounded in very sophisticated sort of methodology. So probably we're not there yet where we can standardize at the level of protocols, but we can standardize at the level of assessment, of protocol reporting, transparency, and also share good practice in terms of protocol development. Yes, sorry if I can just follow up on that, because it's actually linked to that question. So, Dr. Linden, you were making this point about effect size in the end of your talk, and yet a lot of the studies that you were showing in your presentation had low sample sizes, so NS10, for instance, repeated measures. I was just wondering if that is due to the artifacts that you actually have a proper sample size, but you have to eliminate a lot of data because of the artifacts, or are there other reasons for that? I mean, I think the small effect size and the small sample sizes are probably mainly due to pragmatic reasons, as was mentioned before. Just the volume of studies you can run, because the individual costs and the resources are higher than for many other complex interventions. So it's much harder to run a properly powered trial in neurofeedback than, say, with a online delivered CBT intervention, although ultimately the effect sizes may not be all that different. So I don't think there were sort of dropouts are the problem. The dropouts are not different in both, either in terms of the protocol adherence and so on, the patient, compared to other complex interventions. The artifact is not the main problem. One unknown factor, of course, is what you might call target engagement, in the sense of who can actually do it, and similar to EEG BCI. So there may be and that is an under-recognized factor. Also, that's something we need to standardize actually relatively soon. Is how do we define neurofeedback success? So there'll always be, and this is different from, I mean, in most drug studies, we just assume target engagement. It would generally have been shown in early experimental studies. So you have a new compound, you expect all your patients. Sometimes you do plasma concentration early studies. So, okay, but you don't normally do PET or something to look at target engagement. You assume it. In fMRI neurofeedback, we know what our target engagement is because we measure it in EEG neurofeedback as well, and often it is low. And often it's underreported or unreported. And so that's why I also think when we embark on a new protocol, first we need to show its feasibility before going into sham-controlled studies. We need to have a good idea of whether the majority of patients will be able to achieve what our downregulation or upregulating target is, and possibly predictive factors if we can. So I think that's the main. So the two problems are, generally the studies are underpowered for pragmatic reasons, also because of over-optimistic, perhaps expected effect sizes. We move into properly powered trials in psychiatry. We know most of our effects compared to placebo are relatively small, not always, but depression. So we need larger studies, very expensive to run, lengthy to run. And of course risky to run, especially if you haven't got robust data on your target engagement. So that's why I think we need to have protocols that really the majority of patients can actually do.
And that is generally unknown. And I think the EEG community has a similar problem. Yeah. J'ai une question pour les deux derniers intervenants, donc qui ont parlé de troubles bipolaires. Quand vous avez présenté les réseaux, donc c'est une question naïve, quand vous avez présenté les réseaux activés ou désactivés dans cette pathologie, ils m'ont semblé assez similaires à ceux au dysfonctionnement qu'on observe au cours des troubles de l'anxiété. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y a des structures différentes qui seraient activées ou inactivées dans les régions bipolaires, enfin chez les patients bipolaires par rapport aux troubles anxieux, et du coup est-ce que l'amygdale est une bonne cible pour le neurofeedback? Bon, c'est une bonne question. Alors en sachant déjà que cliniquement, le lien entre troubles bipolaires et anxiété, ça, en gros, la moitié des patients bipolaires souffrent d'un trouble anxieux ou d'un trouble panique ou comme ça. Donc le lien entre les deux est quand même assez ténu. Hein. Et tout ce que j'ai montré, c'est pas, tout n'est à part peut-être l'augmentation de volume de l'amygdale. Mais sinon, tout le reste, c'est très peu spécifique quand même. Hein. Pauline, tout à l'heure, a parlé du trouble de la personnalité borderline, où vraiment les différences dans les résultats en imagerie fonctionnelle, par exemple, sont quand même pas très importantes. Dans pas mal de troubles anxieux aussi, même si c'est un peu moins bien détaillé et étudié. Donc c'est sûr que c'est pas complètement spécifique. Ce qui est spécifique aux troubles bipolaires, c'est, je vous dis, cette histoire quand même autour du volume de l'amygdale, même si c'est discuté, et aussi parce qu'en fait le trouble bipolaire, il y a des symptômes, une catégorie de symptômes qui n'existe quand même pas ou peu dans les autres pathologies, qui ont cette valence positive émotionnelle. Dans certains moments en tout cas. Voilà, donc bon, c'est le choix qu'on a fait de l'amygdale, mais effectivement, enfin, on va tester quand même plusieurs cibles. Et on a le même problème que ce que disait le docteur Linen tout à l'heure, c'est le choix de la région contrôle. Parce que c'est difficile quand même d'exclure de ces réseaux complètement certaines régions. On pourrait dire, il y a 10 ans, peut-être certains auraient dit, bah voilà, prenez le cervelet, c'est super. Et puis bon, voilà, bon. Et par ailleurs, je me posais la question de savoir pourquoi ne pas s'intéresser à l'hippocampe, connaissant les nouvelles théories de la surgénéralisation qui implique l'hippocampe et qui n'est pas forcément très étudiée dans ces pathologies. Et le pire, c'est que par exemple, si on regarde le traitement le plus spécifique du trouble bipolaire, le lithium, beaucoup de théories, et puis nous on a des résultats comme ça, et puis beaucoup d'études, on retrouve des associations entre activité, volume, voire pour certaines théories neurogénèse ou plasticité de l'hippocampe et mode d'action du lithium. Donc c'est une bonne idée. Puis, mais comme je disais tout à l'heure, on pourrait aussi étudier la connectivité entre l'amygdale et l'hippocampe. On dit chez vraiment les travaux d'Anna Beyeler là ici à Bordeaux montrent bien que la valence négative émotionnelle en tout cas chez le rongeur est très codée par des connexions entre le noyau basolatéral de l'amygdale et l'hippocampe. Donc mais bon, après quand on regarde, c'est souvent des activités très corrélées aussi. Hein. Dans des tâches de nature émotionnelle, c'est difficile un peu dissocier l'activation de ces deux régions-là. Ça peut être une cible, ça aurait pu être une cible intéressante. Bonjour, moi je m'adresse à Pauline Favre, ou peut-être, ça concerne notamment le protocole, design du protocole sur... alors Pauline, merci de ton exposé. En fait, j'aimerais savoir comment vous avez décidé le nombre des séances de neurofeedback et aussi la durée de chaque essai. Et sinon, j'aimerais aussi savoir si vous envisagez comment vous pensez tester la transférabilité de l'effet, s'il y en a, et la durabilité de cet effet. D'accord, merci pour la question. Alors, pour la première partie, comment on a décidé du nombre de sessions de neurofeedback qu'on allait faire? Alors, fallait être réaliste et on s'est basé sur la littérature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quand même demander à nos patients de venir 10 fois à l'IRM. Déjà, ça a un coût monstrueux et puis on a trop de risques de perdre de vue. Donc, comme il y a eu quand même des essais qui ont montré des effets positifs du neurofeedback de l'amygdale dans la dépression avec 3 visites,
quelque part, on s'est basé là-dessus. C'est un peu un pari, et peut-être qu'effectivement, il en faudra plus. Mais après, moi, mon intuition, quand même, c'est qu'on va voir comment ça se passe. Mais je pense qu'à partir du moment où les patients, ils ont trouvé une stratégie, il faut la renforcer. Mais une fois qu'elle est découverte, elle est découverte. Il n'y a pas besoin, peut-être qu'il y a besoin de la renforcer un peu plus, mais a priori, en tout cas, j'ai l'impression que c'est soit, ils trouvent une stratégie et ils y arrivent, mais c'est pas dit qu'ils y arrivent plus au bout de 10 sessions qu'au bout de 3, quoi. Alors, donc du coup, la seconde partie de la question sur la transférabilité de la technologie, je pense que dans le champ de neurofeedback en IRM, on a souvent cette question-là parce que ça paraît... c'est plus coûteux que l'EEG. Et puis j'en parlais hier soir justement avec Stéphanie. Et en fait, quelque part, le coût, il est, on va dire, 300 € par patient par session. Si vraiment ça marche, pourquoi pas, quoi. Enfin, je veux dire, en routine clinique, il y a quand même, je sais pas, des patients qui ont ne serait-ce qu'une IRM T1, il y en a quand même énormément dans toutes sortes de pathologies, que ce soit en neurologie ou en psychiatrie. Et c'est quoi le coût d'un traitement pharmacologique sur des années et des années? Je sais pas, c'est envisageable. Et après, c'est aussi envisageable, on y a pensé, transférer nos données vers de l'EEG ou vers du biofeedback informatique, etc. Enfin, le champ est ouvert, mais quelque part, moi je me dis, pourquoi pas proposer ça avec une bonne mutuelle, ça peut marcher.